Bonsoir, Monsieur Mbelou. Bonsoir, Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, les événements semblent s'accélérer dans les conflits qui opposent les deux factions rivales du mouvement rebelle M23. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous apprenons que son ancien président Jean-Marie Runiga aurait été arrêté au Rwanda et que Bosco Ntaganda serait en fuite dans le parc de Virunga avec une trentaine d'hommes. Monsieur Mbelou, n'est-ce pas là un scénario à la Kunda bis? Oui, c'est un scénario à la Kunda bis. Et ces mouvements-là et leur commanditaires ont de temps en temps leur soupape de sécurité pour pouvoir nous donner l'illusion que demain tout ira mieux à l'est de notre pays. Ils font sauter leur soupape de sécurité et dans l'entretemps, ils poursuivent l'infiltration et l'affaiblissement des institutions du pays. Et si vous relisez très bien l'actualité du Congo ces jours-ci, la décentralisation commence à être de plus en plus évoquée. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Donner le signal que Ntaganda est mis hors d'état d'agir et poursuivre le travail de la décentralisation pourrait conduire à l'implosion de notre pays et à la cession d'une partie de ce pays au Rwanda de Paul Kagame. Il y a là des signaux qui devraient attirer notre attention et nous inviter à ne pas jamais et à ne pas baisser la garde. Très bien. En début de semaine, la faction du M23 dirigée par le général Makenga a accusé le gouvernement de Kinshasa de soutenir en munitions la faction du M23 dirigée par Jean-Marie Runiga. Monsieur Mbelou, c'est à n'y comprendre plus rien dans cette affaire. Qui dit vrai finalement? Monsieur Etienne Ngandou, tout est très très bien compréhensible. Si vous avez étudié l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, vous auriez vu que les parrains de ce qui se passe chez nous, les parrains de la guerre de basse intensité qui se passe chez nous, faisaient effectivement la même chose. Ils armaient les deux peuples ou les deux pays qui étaient en guerre et ils travaillaient avec tous les deux pays ou les trois pays au même moment. Il y a un livre très intéressant sur cette guerre, sur cette deuxième guerre mondiale. C'est le mythe de la bonne guerre. Si vous lisez ce livre-là, vous comprenez très très bien ce qui se passe chez nous. C'est d'un. De deux, ces oppositions entre le semblant du bon et l'autre semblant du mauvais M23 sont, comme je vous le disais lors de la dernière émission, des mises en scène cruelles et cyniques. Cet affrontement sert beaucoup plus à dépeupler nos villages et nos cités à l'est de notre pays pour permettre au trop-plein des Rwandais de pouvoir venir vite occuper ces cités et ces villages qui ont été désertés par nos populations. Ce n'est pas d'abord parce que les deux factions voudraient s'affronter, c'est parce que il y a un autre objectif: dépeupler le plus possible le Congo et puis esclavagiser son peuple dans l'exploitation des matières premières à moindre coût et faire semblant d'être opposé. Vous voyez dans ce que vous venez de me dire là que le pouvoir usurpateur de Kinshasa joue très très bien son rôle dans le dépeuplement du Congo et aussi dans l'extermination des Congolais. Vous verrez qu'à un certain moment, l'une de ces deux ailes du M23 va intégrer les institutions du pays, et puis au fur et à mesure que notre histoire avancera, le pouvoir usurpateur de Kinshasa, s'il se maintient encore, va récupérer une autre partie
de l'aile proche de Ntaganda en disant qu'ils ont laissé tomber Ntaganda, maintenant ils sont devenus fréquentables, et en mettant entre parenthèses tous les crimes qu'ils ont commis depuis le début des affrontements jusqu'à ce jour, en mettant entre parenthèses les crimes que certains d'entre eux avaient déjà commis en travaillant aux côtés d'Nkunda. Ce qui se passe chez nous, c'est tout simplement la poursuite pure et simple de la guerre de basse intensité qui a commencé chez nous depuis les années 90. Selon Radio Okapi, à Kampala circule un projet d'accord entre les gouvernements de Kinshasa et les rebelles du M23. Et ces documents des 12 articles rédigés par les délégués du gouvernement de Kinshasa pour parler de Kampala devaient être d'abord approuvés par ce gouvernement de Kinshasa avant d'être soumis à la médiation. Monsieur Mbelou, si accord il y a, est-ce que cet accord préservera les intérêts du peuple congolais? Je ne parle pas de ceux du gouvernement de Kinshasa, mais ceux du peuple congolais. Non, non. Et rappelez-vous que lors de notre dernière émission, ou des deux dernières, je vous ai dit que tout ce qui devait être fait dans le cadre des arrangements entre les différentes factions du M23 et le gouvernement de usurpateur de Kinshasa l'avait été lors de la première et de la deuxième rencontre entre M. Joseph Kabila et M. Yoweri Museveni. Et j'ai même l'impression que quand M. Kabila et M. Kagame se sont rencontrés à Addis Abeba, ils ont encore abattu un autre morceau de travail, une autre partie de travail. Alors, le reste n'est que théâtre et mise en scène. Les véritables acteurs mineurs de notre drame, c'est Kagame, Museveni et Kabila. Ils essaient d'embrigader d'autres nègres de service pour nous donner simplement l'impression qu'une certaine politique se mène dans la sous-région des Grands Lacs, mais il n'en est rien. Très bien. Azarias Rouberoa, qui se présente comme leader du parti d'opposition RCD, a affirmé sur Radio France Internationale que Kinshasa n'a pas le choix, il y aura intégration du M23. Monsieur Mbelou, est-ce que cela réglerait les problèmes, cela ne réglerait les problèmes que de manière temporaire en attendant une prochaine rébellion Tutsi? Moi, je poserai la question autrement. Qui parle à travers M. Rouberoa? Ce sont des questions apparemment bêtes que nous devrions apprendre à nous poser régulièrement. Qui parle à travers M. Rouberoa? Depuis quand est-ce que le RCD est devenu un parti d'opposition? Le RCD est une émanation de l'AFDL, comme le PPRD, et comme maintenant l'ex-CNDP, le M23, demain peut-être le M24 et le M25. Vous vous rendez compte là du jeu que ces messieurs sont en train de jouer ensemble? Monsieur Azarias Rouberoa a été intégré dans les institutions pour qu'il puisse parler de l'intérieur. N'oubliez pas que ce monsieur-là est gardé par des soldats issus du Rwanda, à Kinshasa même. Selon certaines indiscrétions, il y a toute une armée ou un ou deux bataillons qui gardent ce monsieur-là, et ces bataillons-là ne sortent pas au cours de la journée. C'est souvent la nuit ou à 2 heures tardives qu'ils essayent de se promener en ville à Kinshasa. Monsieur Rouberoa fait partie du projet de la balkanisation et de l'implosion de notre pays. Il est parmi les premiers qui ont intégré nos institutions pour les affaiblir de l'intérieur. Et quand il parle, ce n'est pas lui, ce sont ses parents qui lui disent ce qu'il doit dire. Et c'est comme ça qu'il travaille. Maintenant, il va plaider la cause de ses amis du M23.
certains vont être intégrés. Et si nous ne faisons pas attention, et comme vous le dites, une autre rébellion va éclater, et ceux du M23 qui seront déjà à l'intérieur pourront eux aussi, avec les Rouberois et les autres, plaider la cause de ceux qui seront à l'extérieur. Et petit à petit, si nous ne faisons pas attention, parce que maintenant j'ai l'impression que beaucoup de compatriotes commencent à penser à 2016, comme s'ils ne voyaient pas ce qui est en train de se passer là, si nous ne faisons pas attention, nous serons plus qu'occupés et nous n'aurons aucune manœuvre pour pouvoir nous tirer d'affaire. Ceux contre qui nous luttons, nous nous battons, sont cyniques et sans cœur. Ils poursuivent sans coup férir leur mission, arriver à tout prix à la balkanisation, à l'implosion du Congo, et cela pourra leur permettre de pouvoir mieux piller les richesses, les ressources du sol et du sous-sol congolais. Vous avez parlé de Paul Kagame, hein. Il se trouve actuellement aux États-Unis, hein, où le tapis rouge lui est déroulé par des prestigieuses institutions universitaires comme la Harvard Business School. Monsieur Mbelou, comment expliquer que Paul Kagame jouisse d'une telle respectabilité entre guillemets aux USA, hein, malgré les innombrables rapports qui les mettent en cause dans la grande tragédie que vivent nos populations de l'Est du pays? Paul Kagame ne jouit d'aucune respectabilité. Et encore une fois, tout ce qui se passe là, ce sont des mises en scène. Un autre avant lui, M. Mobutu, et beaucoup d'autres avant lui, hein, quand vous avez les différentes images, les différentes photos de M. Muammar Kadhafi, d'heureuse mémoire, vous vous rendez compte que tous ces messieurs-là lui avaient aussi déroulé le tapis rouge. À un certain moment, il était devenu fréquentable et il était leur ami. Quand ils ont trouvé qu'ils pouvaient le tuer, ils n'ont pas hésité. Ces messieurs-là n'ont pas d'amis. Ces messieurs-là sauvegardent leurs intérêts. Ils essayent de faire le mieux qu'ils peuvent, le jeu qu'ils mènent avec les nègres des services, qu'ils vont à un certain moment éliminer sans cœur. Pourquoi? Parce que ils se seront rendus compte, ils se seront rendus complices des misères dans lesquelles leurs peuples sont tombés, les peuples africains, et quand ils auront à éliminer M. Paul Kagame, ils le feront sans crainte, parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui est au nid de son peuple, malgré les mises en scène qu'il monte de temps en temps. Mais maintenant, je vais vous dire autre chose, monsieur Etienne Ngandou. Quand nous parlons de la politique des États-Unis avec les autres pays, n'oublions pas qu'il y a un classique de leur géopolitique et de leur géostratégie. C'est le livre de l'un de leurs penseurs, l'Américain d'origine polonaise, M. Brzezinski, qui a écrit un livre que tout intellectuel sérieux, que tout politique sérieux, patriote épris du désir de l'avancement de son pays, que ce soit en Afrique ou à travers le monde, devrait lire. Le livre est intitulé « Le grand échiquier, l'Amérique et le reste du monde ». Quand vous lisez ce livre-là, vous vous rendez compte que Brzezinski soutient que l'Amérique est une superpuissance qui doit pouvoir se maintenir en tant que telle, et l'Amérique doit pouvoir s'arranger pour créer les routes et les autoroutes qui peuvent lui permettre d'être riche en matières premières stratégiques afin de pouvoir dominer le monde. Et ce travail-là, les États-Unis le font depuis des années. Alors, les messieurs comme les Kagame et les autres, ce sont des pions qu'ils utilisent
dans ce travail pour la suprématie, pour l'hégémonie, pour l'impérialisme américain. Donc, un pion n'a pas de valeur. On l'utilise aujourd'hui, demain on peut le faire sauter et utiliser un autre. Mais comme il y a du théâtre politique qui nous est présenté, nous croyons qu'en lui déroulant le tapis rouge aux États-Unis, on le respecte. Que du contraire, on se moque de lui. On se moque de lui en tant que nègre de service. Le jour où maintenant, avec la montée de l'opposition rwandaise, le jour où un autre corps des États-Unis, surtout l'État profond, sentira qu'il n'a plus besoin de ce nègre de service-là, il va s'en débarrasser sans problème. Ne nous laissons pas séduire par le jeu, le théâtre des tapis rouges. Mobutu a regretté, à la fin de sa vie, il ne pouvait pas croire qu'un jour, Bill Richardson viendrait lui dire Joseph, maintenant c'est fini, tu dois quitter le pouvoir, si tu ne veux pas, les chiens vont te manger dans les rues. Il n'en revenait pas. Mais pendant longtemps, il avait cru qu'il avait affaire à des amis. Donc, si ceux qui font de la politique en Afrique, ou qui parlent politique à travers le monde, surtout nos compatriotes de la diaspora, s'ils n'ont pas encore lu le grand échiquier, qu'ils le lisent, ils pourront comprendre les véritables enjeux géopolitiques et géostratégiques liés au présent, au passé, mais aussi à l'avenir des États-Unis. À deux ou trois reprises, j'ai déjà recommandé un autre livre très, très important, c'est La route vers le nouveau désordre mondial, 50 ans d'ambition américaine de Peter Dale Scott. Quand on a lu ces deux livres, on peut y ajouter beaucoup d'autres. Hein. Il y a tout un tas de livres écrits par Noam Chomsky ou Joseph Stiglitz. Quand on a lu ces livres-là, on peut essayer, on peut commencer à comprendre ce qui se passe avec tous ces nègres de service africains. Très bien. Le docteur Denis Mukwege s'est exprimé mardi 12 mars à Kinshasa, 2 mois après son retour en RDC, et selon lui, la situation ne s'est pas du tout améliorée. Au contraire, on assiste même, selon lui, à une recrudescence des cas de viol. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? On a comme l'impression que la volonté politique n'y est pas au Congo. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est celui que je viens de vous expliquer. La poursuite de la guerre de basse intensité et d'extermination des Congolais. Le néolibéralisme, ou je pourrais dire la démocratie du marché ultralibéral et financier, est sans cœur. Elle est cynique. Elle considère qu'il y a des populations inutiles. Alors, qu'on viole les femmes congolaises, qu'on répande le sida au Congo, qu'on extermine les Congolais, ça n'importe peu à la démocratie du marché ultralibéral et financier. Et quand j'ai fait allusion à cette démocratie-là, je vois les élites dominantes occidentales qui constituent aujourd'hui ce qu'on nomme communément le 1%. Pour ce 1%-là, nos millions de morts ne disent absolument rien. Ce 1% opère par-delà toute morale et toute éthique. Il est cynique. De temps en temps, nous réfléchissons comme si il était capable, ce 1%, de se substituer à nous, et d'avoir quelques sentiments moraux et éthiques. Non, il n'en est rien. Exterminer le peuple fait partie de cette politique hégémonique et impérialiste dont je viens de vous parler. Voilà pourquoi, dès que j'ai un peu de temps, je pourrais vous envoyer un résumé du grand échiquier. Peut-être que le jour où vous aurez le livre, vous pourrez le lire. Mais quand on n'a pas lu le grand échiquier,
on ne comprend pas grand-chose du développement de la politique étrangère des États-Unis avec tous les nègres de service qui sont à leur service. N'oubliez pas que pendant que ce travail, cette guerre de basse intensité se poursuit, aux États-Unis, nous avons au moins 40% de chômeurs. Beaucoup d'Américains vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté par la faute, par le cynisme du 1%. Vous imaginez des gens capables de faire vivre leur propre population en dessous du seuil de la pauvreté, des gens capables de tuer et d'exposer à la mort leur propre population. Ah, il y a d'ailleurs un procès qui pourrait s'ouvrir ou qui s'est déjà ouvert aux États-Unis contre M. Obama, qui, avec ses drones, en arrive même à éliminer certains citoyens américains. Mais ces messieurs-là, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire avec nous, Africains, nègres? Très bien. Selon Radio Okapi, 211 civils sont morts entre janvier 2010 et décembre 2012 dans plusieurs prisons et autres centres de détention à travers la RDC, qui cite également un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme rendu public le 13 mars à Kinshasa. Monsieur Mbelou, ces bilans macabres n'illustrent-ils pas l'inexistence carrément de l'État dans les Congos actuels de Joseph Kabila? Moi, je pose la question autrement. Ce bilan macabre n'illustre-t-il pas le fait que la guerre de basse intensité ne se mène pas tout simplement à l'est de notre pays, mais partout au Congo? Elle se mène, et je réponds, oui, cette guerre de basse intensité est visible à l'est parce que les milices et les rébellions soutenues par le Rwanda, l'Ouganda et le gouvernement de Kinshasa y opèrent au vu et au su de tout le monde. Mais cette guerre s'étend à tout le pays. Elle s'étend à tout le pays et les Congolais sont en train d'être tués de plusieurs manières. On les enferme sans procès dans les prisons. On les enferme aussi sans procès au Congo même. Imaginez-vous que 70% ou même plus de nos compatriotes n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas accès aux soins de santé, n'ont pas accès à un logement convenable. Ne parlons même pas de salaire. Je vous dis bien, 70 à 80%. D'ailleurs, les mêmes Nations Unies viennent de publier leur indice de développement et ce pays qu'on appelle le Congo est le 186e. Donc, les populations inutiles que nous sommes en train d'être tués de plusieurs manières. Par l'usage des armes à l'est de notre pays, par le viol et les massacres de nos mamans, de nos filles à l'est de notre pays, par l'emprisonnement dans les différentes provinces de notre pays, mais aussi par des massacres. N'oubliez pas que le 26 novembre 2011, nos enfants, nos jeunes ont été tués à bout portant à l'aéroport de Kinshasa. Ils avaient commis le péché d'aller accueillir leur leader politique. Et dernièrement, il y en a encore qui ont été tués au retour de ce même leader politique de l'Afrique du Sud. C'est pour vous dire que nous sommes tués chaque jour de plusieurs manières. La guerre de basse intensité est multiforme et les nègres de service commis à notre extermination travaillent, et cela chaque jour avec leurs complices que nous nommons régulièrement les élites compradeurs qui opèrent elles aussi au sein des institutions du pays. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'indice de développement humain
Je signale que cette information a été également publiée à Kinshasa par un quotidien, Le Phare, qui affirme que la RDC occupe effectivement pour la deuxième année consécutive la dernière place, soit la 186e sur 186 pays, au même titre que le Niger. Voilà, c'est bien cela. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il, ce chiffre sur l'indice du développement humain? Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette façon d'évaluer mathématiquement le développement humain. Vous savez par exemple qu'au bout de temps, on ne parle pas en ces termes-là, on parle du bonheur humain brut ou quelque chose comme ça, national brut. Est-ce que nous vivons dans un pays où nos populations peuvent jouir de leur bonheur national brut? Non. Pour pouvoir jouir du bonheur national brut, il y a un minimum qui doit être garanti. Et là, je vous renvoie encore une fois à notre ami et héros Hugo Chavez qui est parti après avoir assuré l'éducation, la santé, le logement, l'emploi et à ces populations, ce qui fait qu'il a fait reculer sérieusement la pauvreté dans son pays. Voilà l'exemple d'un monsieur qui, au cours de 14 ans, a essayé de remettre son pays sur les rails. Mais chez nous, on vous dira, oh voilà, il n'a pas fait longtemps, ce pays avait été détruit par Mobutu. Du mensonge. Il n'a pas fait longtemps, mais Hugo Chavez a fait mieux que quiconque en peu de temps. Evo Morales est en train de faire mieux que quiconque en peu de temps. Dilma est en train de faire mieux que quiconque après Lula. Et qui c'est Raphaël Correa est à son deuxième mandat. Il fait mieux que quiconque. Pourquoi est-ce que ces gens-là ont fait ce qui ne peut pas être fait chez nous? C'est parce que c'était des citoyens issus de leur peuple, amoureux de leur peuple, et ils avaient un projet humain pour leur peuple. Or, au Congo, ce n'est pas le cas. Nous sommes gérés par des occupants, nous sommes gérés par des nègres de service, utilisés par l'impérialisme et le néocolonialisme pour nous exterminer. Voilà pourquoi nous sommes situés à la 186e place de cet indice de développement. Ça, c'est ce qui est dit. Peut-être que sur certaines cartes, nous n'existons plus comme peuple. Quel est ce peuple-là qui peut vivre dans un pays où le minimum garanti a disparu depuis plus de 50 ans? Quel est ce peuple-là qui peut encore exister sur les cartes du monde? Dieu merci, il y a encore les petits efforts que la diaspora essaie de mener pour que ce peuple-là tienne le coup. Mais ça sera pour combien de temps? Ça sera pour combien de temps? Les exterminateurs, eux aussi, avancent dans leur boulot, dans leur sale besogne. Très bien. Autre chose, après le retour mouvementé de Étienne Tshisekedi à Kinshasa dimanche dernier, l'hôtel de ville de Kinshasa se dédouane des accusations de l'UDPS en chargeant les responsables de ce parti d'avoir tout fait capoter à la suite de leur refus de répondre à une invitation du gouverneur pour une séance de travail prévue à cet effet le 7 mars. Monsieur Mbelou, nous avons reçu quelques images de cette journée et visiblement le pouvoir avait mis en place un dispositif policier très important pour réprimer les militants de ce parti. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il après, je dois dire, 13 ans de transition, le 24 avril 90, je pense que ça va faire 13 ans déjà. On a l'impression qu'à l'époque de Mobutu, la liberté de manifester était garantie plus que le pouvoir de Kabila actuellement. Ça va faire 23 ans. Oui, effectivement, c'est 23 ans. 23 ans. Mais
mon analyse demeure la même. Ce que vous appelez le pouvoir en place n'est pas là pour garantir les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des Congolais. C'est pour les brimer en utilisant l'élite comprador congolaise. Si nous n'avons pas cette histoire-là en tête, nous risquons même de mener une mauvaise politique. Si j'avais un conseil à donner aux partis politiques congolais ou ceux qui en restent aujourd'hui, l'UDPS compris, je leur demanderais de sortir de la logique de la confrontation. La logique de la confrontation donne l'illusion que le pouvoir usurpateur qui est en place au Congo, c'est ce pouvoir-là qui dirige le Congo. Non, c'est faux. Ce sont des marionnettes. À quoi sert-il de pouvoir mener une politique de confrontation avec des marionnettes? Ce n'est rien comprendre à ce qui se passe réellement. Une marionnette a une mission, et les marionnettes que nous avons à Kinshasa aujourd'hui, comme au Rwanda, comme en Ouganda, ont pour mission de tuer. Dès qu'il y a des contradictions, dès qu'il y a des orientations qui vont dans le sens contraire de la démocratie, du marché ultralibéral et financier, leur maître leur demande de tuer. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps que nous comprenions que avancer dans la logique de confrontation avec des marionnettes qui n'ont été fabriquées que pour tuer, c'est ne rien comprendre à la politique telle qu'elle est menée chez nous. Voilà pourquoi, encore une fois, j'invite les responsables de nos partis politiques à constituer des cellules de réflexion. Même la société civile connaît des lieux de réflexion, des cellules de réflexion. La guerre qui se mène chez nous a d'abord été la guerre des idées. Il y a un texte de Gramsci qui dit ceci. Quand on a gagné, Gramsci parlant de l'hégémonie culturelle dit, quand on a gagné les têtes des gens, leurs mains, leur cœur et leurs mains peuvent suivre. Le problème est là. Nos têtes ont été gagnées par l'hégémonie culturelle occidentale dominante, à tel point que nous ne comprenons pas très bien la politique telle qu'elle est en train de se faire aujourd'hui. La politique telle qu'elle est en train de faire dans notre pays ne devrait pas être étudiée comme si le Congo était une île. Le Congo est à situer dans l'échiquier mondial. Voilà le titre du livre de Brzezinski, le grand échiquier. Sur cet échiquier mondial, quelle est la place de l'Afrique? Quelle est la place du Congo? Quand on ne comprend pas cela, on fait comme si les marionnettes qui sont au pouvoir chez nous, ce sont elles qui dirigent. Non! Les marionnettes sont téléguidées, ils sont télécommandés. Sinon, avec tout ce qu'il y a comme massacre, on aurait eu ce qu'on a eu avec Mobutu. À un certain moment, on n'avait pas des preuves de ce qui s'était passé à Lubumbashi. Tout le monde a parlé des massacres sur le campus de Lubumbashi. Pourquoi? Parce que les créateurs de Mobutu avaient décidé que ça n'était fini avec lui. Il en sera de même de ceux qui sont là aujourd'hui. Demain, quand leurs maîtres vont dire, si nous-mêmes et nos masses populaires ne devenons pas suffisamment critiques pour les renverser, mais leurs maîtres finiront par dire, voilà, il y en a marre, nous voulons changer. C'est comme ça qu'ils procèdent, et partout à travers le monde. Alors, mais nous restons constamment en confrontation avec les marionnettes. C'est un gaspillage d'énergie et de temps. Nous devons pouvoir changer nos méthodes de lutte. Alors pourquoi ne pas, au lieu de gaspiller notre temps avec les marionnettes en place, aller à la base, aller dans nos villages, aller parler Congo avec nos masses populaires, aller dans nos villages, dans nos cités,
pour éveiller ces masses populaires à la prise en charge d'elles-mêmes par elles-mêmes. Voilà un travail qui devrait mieux se faire que cette confrontation permanente avec les marionnettes à Kinshasa. Imaginez-vous, par exemple, qu'au moment où M. Etienne Tshisekedi arrive à l'aéroport de Kinshasa, il y a dans toutes les provinces du Congo des masses énormes qui s'élèvent et qui font semblant d'aller l'accueillir en disant « nous ne voulons plus du pouvoir en place ». Kinshasa allait trembler. Mais on se focalise tellement sur Kinshasa qu'on oublie l'arrière-pays, qu'on oublie les masses populaires. La grande force dont nous pouvons disposer aujourd'hui et demain, ce sont nos masses populaires. Regardez quand Hugo Chavez est décédé, des millions de Vénézuéliens sont allés l'accueillir habillés en rouge et ils ont compris qu'ils sont devenus les Hugo Chavez. Voilà ce à quoi nous devrions beaucoup plus tendre. Travailler avec nos masses populaires à la base pour qu'elles deviennent les démiurges de leur destinée, qu'ils aient le minimum de patriotisme et de civisme qui leur permettent de ne pas accepter indéfiniment que leurs droits fondamentaux et leurs devoirs, leur liberté fondamentale puissent être piétinés par un pouvoir qui prétend obéir à une constitution qui garantit les droits fondamentaux et les libertés fondamentales. Et cela est plus ou moins facile à faire. C'est bien d'aller vers nous. Vous savez, je vais peut-être arrêter par là en attendant une autre question. Il y a un jeune politicien à Kinshasa, Jekoko Mulumba. C'est vrai que sur certains points de son orientation politique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Mais il faut l'écouter parler. Il dit des choses simples, en des mots clairs, mais en évoquant la Constitution. Vous savez, c'est Jekoko qui a éveillé par exemple mon attention au fait que nous mourons chaque jour au Congo et dans sa dernière sortie sur Congo Mikili, il dit qu'il y a des gens qui meurent au Congo parce que il manque $1 pour s'acheter un comprimé. Il a invité la dame qui l'interviewait à aller avec elle au cimetière pour voir combien de Congolais sont enterrés chaque jour. Et cela pendant que qui c'est le Premier ministre Matata achète des appartements et construit des maisons après toutes les autres que Mouzito avait construites avant lui. Voilà un politicien qui dit des choses simples, en des mots simples, mais en s'adressant à la population. Sortons de cette confrontation permanente avec des marionnettes qui n'exécutent que des autres qui leur viennent d'ailleurs. Vous avez fait allusion à ce monsieur qui est allé recevoir les ordres maintenant aux États-Unis. C'est la même chose avec celui qui est sur place à Kinshasa. Il n'y a pas de différence. Très bien. Pour finir, un mot sur Congo One, notre média, qui a été victime ces derniers jours des attaques des pirates. Congo One étant un média de la diaspora, quel doit être, selon vous, les rôles et quelle forme doit prendre l'engagement d'un média de la diaspora face au flot intéressable d'informations qui viennent des médias dits dominants? Encore une fois, moi je pose la question autrement. Comment est-ce que les responsables de ce média, toi, moi et les autres, comment devons-nous percevoir les attaques dirigées contre Congo One? Nous devons les percevoir comme étant des bons signaux. C'est que Congo One est arrivé à analyser des questions sérieuses. Il est en train de devenir un média alternatif et incontournable. Et comme les maîtres du monde travaillent beaucoup les questions de la manipulation de l'information, et là, je pourrais renvoyer à un texte de Chomsky qu'on retrouve dans le dernier numéro du dialogue publié par Guy Debouc, le numéro 4 du dialogue de cette année-ci. Guy Debouc publie les 10 stratégies de manipulation des masses
tel que développé par Chomsky. Comme Congo One est en train de sortir de ces 10 stratégies de manipulation des masses, Congo One devient dangereux. Parce que Congo One devient un média alternatif. Or, tous les médias alternatifs sont combattus par les médias dominants. Monsieur Étienne Ngandou, vous ne savez pas combien de temps nos compatriotes restent dans leur maison en train de suivre France 24, qui est un média dominant et au service de l'impérialisme et du néocolonialisme. Mais qu'il y ait un média, Congo One, un média alternatif, qui commence à faire un travail pouvant se rapprocher du Grand Soir, pouvant se rapprocher de Alter Info ou de qui c'est Michel Collomb, un travail où certains gaullistes actuels qui sont trop durs à l'endroit des pouvoirs néocoloniaux et impérialistes comme François Asselineau, ces renvois-là, ce travail-là dérange. Vous ne serez pas étonné que certains responsables de Congo One puissent être un jour massacrés ou assassinés. C'est un travail qui dérange. Congo One est en train de gagner la guerre des idées. Et c'est la guerre la plus farouche. Quand vous l'avez gagnée, le reste vous est donné par surcroît. Et là, pour le pouvoir dominant, c'est dangereux. Voilà pourquoi Congo One est en train d'être combattu. Et il sera davantage combattu. Donc l'autre fois, vous disiez, oh, mais en échangeant avec vous, vous disiez, mais nous faisons rien de mal. Oui, c'est effectivement parce que nous faisons rien de mal et que nous éveillons les consciences que nous sommes dangereux. Et cela, nous devrions le savoir. Donc éveiller les masses, éveiller les intelligences, travailler à l'insurrection des consciences, cela fragilise les puissants. Parce qu'ils ont toujours peur que ce qu'ils font dans l'ombre puisse être connu au grand jour. Ils ont peur de la lumière, comme sont des vampires. Dès qu'ils sont vus, ils crient, ils s'enfuient, ils disent « Ah, on nous a vu, on nous a vu !» Ils s'enfuient. Et l'une des façons de s'enfuir, c'est de s'attaquer aux médias alternatifs. Et je suis convaincu que ce n'est pas encore fini. Ils vont revenir à cette sale besogne. Bon, tout ce que nous devons faire, c'est demeurer courageux, même si ce n'est pas facile, mais nous devons pouvoir demeurer courageux. Oui, nous demeurons encouragés pour faire notre travail. Merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.